Qui n'a pas déjà fait d'escape game, résolu une énigme sur YouTube, sur Facebook ou ailleurs? Vous vous êtes peut-être demandé comment ces énigmes étaient créées. Je vous propose de voir aujourd'hui une méthode pour créer de bonnes énigmes. Salut, c'est Julien et bienvenue sur Chronos. Aujourd'hui, nous allons aborder le vaste sujet de la création d'énigmes. Dans cette première partie, nous allons d'abord voir les caractéristiques qui font d'une énigme une bonne énigme. On verra aussi les différentes mécaniques qu'on peut utiliser pour créer des énigmes sympas. Je vous invite d'ailleurs à rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vous proposerai une petite énigme que vous pourrez résoudre dans les commentaires. Les caractéristiques d'une bonne énigme. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler tout de suite de ce qui différencie une énigme d'une bonne énigme. Mais d'abord, commençons par le début. Qu'est-ce qu'une énigme? Alors, je suis sûr que vous avez une petite idée là-dessus, mais je vous propose une petite définition donnée par Mike Selinker, un grand créateur de jeux de société et d'énigmes américains. Une énigme est un jeu qui oppose son concepteur, qui connaît le fonctionnement du jeu, au joueur qui, lui, est très désavantagé car il ne connaît rien de l'énigme. C'est donc un jeu déséquilibré où l'on souhaite la victoire du camp désavantagé. Et oui, car c'est là tout le propre de l'énigme. Il existe une solution et toutes les informations sont données au joueur pour qu'il puisse la trouver. De façon plus ou moins claire, je vous l'accorde. Et c'est là qu'on commence à parler de bonnes énigmes. Jouer avec la frustration. Un des points capitaux dans la création d'énigmes, c'est de jouer avec la frustration de vos joueurs. Car oui, les énigmes sont par essence frustrantes. Elles proposent aux joueurs un problème dont la solution n'est pas évidente. Mais la différence entre une bonne et une mauvaise énigme réside dans la gestion de cette frustration. Vous voulez que les joueurs éprouvent de la difficulté à résoudre votre énigme, mais pas au point d'être désespérés et d'abandonner. Un des moyens de contrôler cette frustration est de créer des checkpoints dans votre énigme. Ce sont en fait des genres d'étapes auto-confirmatrices, ouais c'est moche, qui indiquent au joueur qu'il est sur la bonne voie. La plupart des jeux ont des checkpoints. Par exemple, le Sudoku, vous placez les chiffres un par un. Vous attendez pas d'avoir toute la grille dans votre tête pour pouvoir la remplir. Pareil avec des mots croisés, vous allez mettre les mots un par un. Sur des jeux de type Cluedo, vous éliminez les suspects un par un, etc., etc. L'avantage d'un checkpoint est qu'il donne aux joueurs un vrai sentiment de progression et de satisfaction. Vous avez déjà dû ressentir ça si vous avez fait des escape games, où après avoir réfléchi des dizaines de minutes sur une énigme, vous parvenez enfin à trouver la solution, vous actionnez un bouton, clic, une étagère s'ouvre, une porte secrète vers une nouvelle pièce. Plutôt cool, non? Un autre moyen simple de réduire la frustration est de donner des indices. Alors les indices peuvent être préparés en avance, comme dans des jeux vidéo par exemple, ou peuvent être improvisés sur le moment selon la difficulté que rencontrent les joueurs. Comme c'est le cas par exemple dans un escape game où le game master suit tous vos faits et gestes et peut donc vous aider en fonction de la situation que vous rencontrez. Par contre, faites attention à donner des indices suffisamment précis pour qu'ils puissent aider vos joueurs, mais relativement flous pour ne pas gâcher le plaisir de trouver la solution par eux-mêmes. Ouais, c'est un équilibre qui est assez dur à trouver la plupart du temps. Enfin, une bonne énigme doit avoir un moyen de faire comprendre au joueur qu'il a terminé, qu'il a résolu l'entièreté de l'énigme. Ouais, ça m'est déjà arrivé de plancher sur une énigme encore pendant des dizaines de minutes alors qu'en fait, je savais déjà la solution. C'est chiant. Le moyen le plus classique pour faire ça, c'est une grille à remplir. Un Sudoku, une fois que vous avez tout rempli, le jeu est terminé. Mots croisés, pareil. Ça peut aussi être une phrase, un mot, une expression, un nom de personnage, peu importe, ce que vous voulez, pourvu que dans le contexte, ça fasse comprendre aux joueurs que c'est la solution. Bref, votre énigme doit avoir une fin bien identifiée. Gérer la difficulté. Là, on entre sur un terrain épineux. Comment bien gérer la difficulté d'une énigme ? La difficulté est forcément subjective. Il va y avoir des joueurs qui auront poncé des dizaines, voire des centaines d'énigmes et qui ont donc des réflexes, des automatismes par rapport à certaines mécaniques, et d'autres joueurs moins expérimentés qui vont découvrir de nouvelles choses avec vos énigmes. Ce sera donc forcément plus difficile pour les joueurs avec moins d'expérience. Selon la thématique, les joueurs auront un avantage en fonction de leur culture personnelle, en mathématiques, en physique, en chimie, en histoire, en littérature, et j'en passe. La difficulté d'une énigme est donc assez dure à évaluer puisqu'elle va dépendre de qui tente de la résoudre. Toutefois, on peut quand même tenter de faire une estimation de sa difficulté en fonction de plusieurs paramètres. Si dans une énigme, je donne un texte chiffré à décoder, je peux par exemple rendre l'énigme un petit peu plus facile en donnant un indice sur la clé qui a été utilisée pour crypter le texte.
Je peux aussi la rendre plus difficile en ne marquant pas les espaces entre les mots, ce qui empêchera de repérer des mots usuels comme le, la, les, de, etc. En bref, la difficulté d'une énigme va varier en fonction du nombre d'informations communiquées aux joueurs, de l'exotisme des mécaniques utilisées et de leur camouflage. Alors attention, quand je parle de camouflage, il faut être très vigilant. Une énigme difficile n'est pas une énigme opaque ou obscure. Ne faites jamais l'erreur de noyer vos joueurs sous des dizaines d'informations inutiles. Ils vont forcément tomber sur des fausses pistes, trouver des suites logiques qui n'existent pas, etc. Par exemple, si vous prenez la très connue chasse au trésor de la Chouette d'Or, chaque énigme est constituée d'un tableau dont voici un exemple. Alors ? Difficile de dire ce qui tient du décor de ce qui est vraiment utile à l'énigme. Attention, je ne dis pas que la Chouette d'Or est mal faite, non, parce que son enjeu, donc un prix de 150 000 €, nécessite d'obscurcir les énigmes puisqu'un grand nombre de joueurs pourront travailler en parallèle sur plein de pistes différentes. Mais imaginez la même chose pour un escape game ou un jeu en ligne. Pas faisable. Et cela nous amène à parler de l'élégance. L'élégance. Aussi bizarre que ça puisse paraître, oui, une énigme peut être élégante. Déjà, une énigme devrait être un minimum précise, ne pas contenir d'erreurs et être un petit peu sexy. Faut que ça donne envie, quoi. Si vous respectez ces critères, vous aurez une énigme solide. Mais nous, on veut de l'élégance, de la classe. Bordel. Pour être élégante, une énigme doit être un savant mélange d'effort et d'inspiration. Si vous demandez trop d'efforts à vos joueurs, ça devient du boulot, c'est plus fun. Et si vous demandez trop d'inspiration, l'énigme devient beaucoup trop difficile. Si je vous donne ce texte codé par exemple, en y réfléchissant un peu, vous allez certainement tester un décalage de 3 lettres donné par l'indice 3 dans la couronne de laurier en référence au code César. Ça, c'est l'inspiration qui vous permet de deviner la mécanique de l'énigme. Une fois que vous avez trouvé la mécanique de l'énigme, vous allez devoir décoder les lettres une par une. Ça, c'est l'effort. À votre avis, est-ce que l'énigme est plus fun si elle ressemble à ça? La dose d'inspiration est exactement la même, mais dans le deuxième cas, l'effort à fournir est beaucoup plus grand et du coup, l'énigme en devient beaucoup moins drôle. Maintenant, si on regarde cet exemple. Le texte codé n'est pas très long, donc a priori, une fois qu'on aura trouvé la clé de transcription, l'effort à fournir ne sera pas très grand. Par contre, nous n'avons absolument aucun indice sur la méthode dont ce texte a été codé. Donc il va falloir tester des dizaines et des dizaines de méthodes peut-être avant de pouvoir trouver la bonne clé de transcription. Ici, l'inspiration demandée est trop élevée. Pas fun. C'est comme si je choisissais un nombre entre 1 et 1000 dans ma tête et que je vous demandais de le trouver. Vous allez galérer, vous allez devoir essayer un tas de fois avant de pouvoir tomber juste. Ouais, c'était 547, vous l'aviez ? Autre chose qui aura un impact positif sur l'élégance d'une énigme, sa concision. Dans la mesure du possible, une énigme ne devrait pas contenir d'éléments superflus, tout devrait être utile. Alors attention, je précise, vous pouvez avoir des éléments qui apportent quelque chose d'un point de vue esthétique, d'un point de vue graphique à votre énigme. C'est utile aussi de rendre une énigme sexy, comme je vous l'avais dit. Mais à chaque fois que vous ajoutez un élément, posez-vous la question de si c'est vraiment utile ou si ça brouille les pistes. Si vous cherchez des exemples d'énigmes à l'élégance rare, je vous invite à aller voir la chasse au trésor des 12 énigmes de Dalmas. C'est un bijou de chasse au trésor où tout est utile même si ça n'en a pas l'air au premier abord. J'en parlerai probablement dans une prochaine vidéo. Et le dernier point qui me semble important, les moments Eureka. Mais si, vous savez, c'est ce genre de moment où on se dit « mais c'est bien sûr !» Bon, même si on est d'accord, personne ne dit plus « mais c'est bien sûr » aujourd'hui. Si vous arrivez à créer ce genre de moment dans vos énigmes, c'est super plaisant en tant que joueur et du coup, ils s'en souviendront d'autant plus. Apprendre quelque chose. Ah, la finalité d'une énigme, l'idéal à atteindre. À mon avis, les meilleures énigmes sont celles qui en profitent pour apprendre un petit quelque chose aux joueurs. Ça peut vraiment être basique comme complexe. Ça peut aller de découvrir un nouveau code ou apprendre une anecdote historique particulière ou découvrir une nouvelle façon de résoudre des problèmes. Le champ est super large. Ce n'est pas facile de concevoir toutes ces énigmes avec cet objectif-là, mais si vous en avez l'occasion, profitez-en, vos joueurs se souviendront de votre énigme d'autant plus longtemps. Les différents types d'énigmes. Maintenant qu'on a vu les caractéristiques d'une bonne énigme, on va s'atteler à détailler les différentes mécaniques qui rendent les énigmes si différentes les unes des autres. Et on commence avec ce que j'appelle les énigmes de perception. Ce sont toutes les énigmes qui vont faire appel à votre culture G ou à vos sens. On peut les répartir en plusieurs catégories.
Les énigmes de culture, où on peut mettre les quiz, les devinettes, les jeux où on doit trouver des points communs entre deux listes, etc. En gros, ce sont des énigmes qui n'ont pas une mécanique très forte, mais qui vous demanderont beaucoup de réflexion ou de la recherche. Les énigmes d'observation vous demanderont d'enquêter et de faire appel à votre esprit de déduction. Des jeux comme Cluedo font partie de cette catégorie, mais vous pouvez aussi y mettre les problèmes de bon garde, les jeux de 7 différences, les énigmes où vous allez devoir compter le nombre de carrés dans une forme particulière, etc. Enfin, les énigmes de manipulation sont les énigmes qui vous demanderont de manipuler physiquement ou mentalement des objets ou des idées. Par exemple, les énigmes où il faut déplacer une allumette pour obtenir une forme particulière, les puzzles, les tangrammes, les cryptex, les cadenas et autres. Ce sont parmi les énigmes les plus utilisées dans les escape games. Deuxième grosse catégorie, les énigmes de mots et de lettres. Ici, on va toucher à pas mal de choses. Les énigmes jeux de mots. Alors ici, on ne parle pas de calembours, mais plutôt de toutes les énigmes qui vont permettre de jouer avec la structure d'un mot. Ça va des palindromes aux anacycles en passant par le jeu du pendu et par toutes les énigmes qui permettent de mettre un peu de bordel dans un mot avant de retrouver l'ordre des lettres. Les énigmes à message regroupent beaucoup de mécaniques différentes qui permettent, in fine, de faire passer un message. On retrouve les textes codés, les acrostiches et tous leurs dérivés. La liste est vraiment longue puisque toutes les énigmes qui permettent de faire passer un message pourraient y être incluses. Une de mes préférées est quand même l'énigme du problème du cavalier de l'air. Vous prenez un échiquier sur lequel vous inscrivez une lettre par case, vous déterminez un point de départ sur l'échiquier et le but du cavalier est de se déplacer sur l'échiquier pour ne passer par chaque case qu'une seule fois. Et à la fin, vous avez un message qui s'écrit. Dernière catégorie, les grilles de mots. Alors comme son nom l'indique, ce sont toutes les énigmes qui vont être composées de grilles de mots. Alors parmi les énigmes les plus connues, on va bien entendu retrouver les mots croisés, les mots fléchés, les mots mêlés, etc. Mais on va avoir également tous leurs dérivés comme les mots empilés, des mots croisés avec uniquement des anagrammes, où vous pouvez inventer n'importe quelle autre structure avec une grille en forme de spirale, une grille hexagonale, etc. Les possibilités sont super larges. Bien évidemment, que seraient les énigmes sans un peu de logique, pas vrai ? Et parmi les énigmes de logique, les plus connues vont être les énigmes numériques. On peut par exemple citer le Sudoku, mais aussi toutes ses variantes comme le Wordoku, le Sudoku 3D, etc. On a également les carrés magiques et toutes les énigmes qui vont faire appel aux mathématiques et au calcul. Parmi les énigmes de logique, les énigmes abstraites sont assez représentées. On peut par exemple citer le Picross, qui consiste à colorier des cases selon des indices chiffrés qui nous sont donnés, mais aussi le démineur et plein d'autres jeux moins connus comme le Shikaku, le Norikabe ou le Tapa par exemple. Une autre catégorie qu'on peut citer sont les énigmes de parcours. Ouais, je sais, c'est moche, mais j'arrive pas à trouver un autre nom pour celle-là. Dans cette catégorie, on peut bien évidemment y inclure les labyrinthes, mais également toutes les énigmes qui nécessitent de dessiner un parcours logique particulier. On peut par exemple citer le Mazyu, le Hashi ou le Yajilin. Ouais, faut croire que les Japonais aiment pas mal ce genre de jeu de logique. Et on arrive à la dernière catégorie des énigmes de logique, celle des problèmes. Ici, on peut classer toutes les énigmes qui vont faire appel à votre sagacité pour classer des éléments ou trancher des problèmes. Je pense notamment à la très célèbre énigme d'Einstein et aux énigmes du même type. Mais si, vous savez, genre, Albert a les chaussettes bleues et fume la pipe. Mais Alphonse a une maison jaune et ment toujours. De quelle couleur est la voiture de Jean-Jacques ? La catégorie des énigmes interactives est de loin la plus intéressante parce qu'elle ne comprend pas vraiment de mécanique qui lui est propre, mais fait plutôt la synthèse de toutes les catégories précédentes avec un truc en plus. L'interactivité avec son environnement. Dans cette catégorie, on va notamment retrouver les chasses au trésor qui vont vous demander, après réflexion et résolution de plusieurs énigmes, de vous déplacer à un lieu précis pour éventuellement déterrer un trésor. Bon, ok, pour la chasse au trésor de l'anniversaire de votre pote, vous avez fini par trouver un cubi de rosé, mais vous voyez l'idée quoi. Les escape games font également partie de cette catégorie avec un but ultime. Sortir d'une pièce, sauver le monde, découvrir une formule secrète qui a été cachée par un savant fou. Et toutes les énigmes que vous résolvez dans l'escape game vous dirigent vers ce but précis. Dans cette catégorie, on peut également classer à peu près tous les jeux vidéo d'énigmes de point and click dans le genre Myst. Myst, je t'aime. Et voilà, on a pu voir dans cette première vidéo les différentes caractéristiques qui permettent de créer une bonne énigme, ainsi que les catégories dans lesquelles rentrent la plupart des énigmes. Bien sûr, vous pouvez mélanger, réordonner, inventer de nouvelles catégories. Le but est bien de s'amuser avec tout ça, rien n'est fixé. On est passé très rapidement sur les différentes mécaniques des énigmes pour pas que la vidéo soit trop longue.
Si jamais ça vous intéresse de rentrer un petit peu plus dans le détail, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Dans la prochaine vidéo, on va s'atteler au cas pratique, le processus de création d'une énigme. Je vous montrerai ma méthode et les différentes étapes de la création pour au final vous montrer le résultat obtenu. Et chose promise, chose due, voilà une petite énigme à résoudre pour vous. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause ou à suivre le lien dans la description pour prendre le temps de la lire. Et mettez la réponse en commentaire si vous l'avez trouvée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour pas manquer la suite et surtout n'hésitez pas à partager votre point de vue ou vos suggestions en commentaire. Allez, je vous dis à bientôt, ciao!